Comment transformer les défis santé en opportunités grâce au chaos créateur. De médecin militaire à coach en santé intégrative et artiste, Dr Nathalie Guita Baboraj, alias Doc La Luna, nous dévoile comment sa passion pour le vivant et ses racines culturelles l'ont guidée à réinventer la santé et le bien-être. Découvrez ces stratégies uniques pour trouver un équilibre dans un monde en constante évolution. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée en sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton d'inscription qui est par ici. Et rejoignez notre communauté dynamique des visionnaires santé pour explorer et contribuer à des stratégies innovantes et durables pour une santé individualisée. Cliquez simplement sur le lien qui est dans la description ou qui apparaît peut-être par ici. Maintenant, place à notre conversation inspirante avec le docteur Nathalie Guita Baboraj. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Guita Baboraj, alias Doc La Luna, donc dans notre épisode du podcast Les Visionnaires Santé. Donc en tout cas déjà, enchantée Nathalie et ravie de t'accueillir ici. Merci pour l'invitation Adriana, enchantée d'être là aussi. Alors, je t'ai invité car tu as vraiment une personnalité, j'ai envie de dire, multifacette, si on peut te comparer à un diamant, puisque tu es à la fois médecin, artiste, conférencière, showgirl, coach en santé intégrative et surtout experte en chaos créateur. On va en parler tout à l'heure, mais du coup, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit que ça intéresserait forcément nos auditeurs. Donc déjà, pour commencer, Nathalie, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ton parcours et surtout les moments forts qui ont façonné un peu ta vision et ce que tu es aujourd'hui, ta carrière? Combien d'heures tu as devant toi? Alors, je dis bien les moments forts parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, en fait, je rigole par rapport à cette question. Ça fait 10 ans qu'on me la pose et 10 ans que j'essaye de répondre en mode de l'ascenseur, tu vois, en 1 minute, mais j'arrive pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait une conférence spectacle qui dure 1h45 parce que c'est l'occasion pour moi aussi de partager ce parcours qui pour moi n'est pas du tout linéaire. Oui. Mais pour quand même répondre un peu à ta question, moi, en fait, j'ai toujours été une passionnée du vivant. Et je sais que, du coup, comme on a échangé un peu en off avant, c'est un peu ton cas aussi, je pense. Tout ce qui fait qu'on est en bonne santé, on est dans cette énergie de créativité, on a envie de mettre au monde des projets. Pour moi, c'est propre à l'être humain et aux êtres vivants. Mais comme j'ai été conditionnée comme tout le monde, c'est vrai que arrivé vers la terminale, il fallait faire des longues études reconnues par la société. Et donc, à l'époque, je vivais à Pondichéry, en Inde, puisque mes 2 parents sont originaires d'Inde. Je suis née en France, mais à 10 ans, ma famille a décidé de rentrer en Inde. Et donc, avant le bac, il fallait choisir ses études, quoi, l'orientation et tout. Et je m'étais dit, j'aime la biologie, j'aime comprendre le vivant. Donc, si je fais médecine, je vais pouvoir répondre à mes interrogations et pouvoir contribuer à ma manière. D'autant plus que je voulais faire de la médecine humanitaire parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer des nouvelles cultures et je me suis dit, ça va être ma contribution. Je passe mon bac avec mention, je viens à Montpellier faire ma fac de médecine. Et là, déjà, 2e année, je me dis, mais c'est bien beau tout ça, mais on s'intéresse à la maladie, à la pathologie, c'est bien. Mais où est-ce qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? Tu vois, le côté prévention. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, en bonne élève, je continue mes années, je valide mes stages à l'hôpital et là, je fais mon mémoire de médecine humanitaire et il faut que je fasse un sujet autour d'une expérience que j'ai fait en dispensaire, soit en Inde ou dans un pays d'Afrique. Et là, il y a mon côté rebelle qui se réveille, qui dit, mais attends, comment faisaient ces pays-là avant qu'il y ait la médecine occidentale? Et du coup, j'ai fait un mémoire un peu provoque, en mode la médecine tropicale en Inde il y a 2000 ans. Et c'est là où je suis tombée sur des livres d'Ayurveda, qui est une sagesse ancestrale qui vient d'Inde. Et je me suis rendu compte là que ce que moi j'avais vécu adolescente, en immersion finalement dans cette philosophie de l'Ayurveda, puisque mes grands-mères cuisinaient en fonction des saisons, elles utilisaient des épices, il y avait vraiment tout un... Mais pour moi, c'était des remèdes de grand-mère. Et là, de voir que c'était une véritable science à travers la lecture de ces livres,
je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, il faut vraiment que j'aille me former à ça. Et donc, je suis retournée en Inde. Je me suis formée comme thérapeute ayurvédique. Et là, ça m'a ouvert un champ des possibles, en fait, dans la santé. De comprendre que la médecine occidentale, elle est bien pour la partie traitement des symptômes et de certaines maladies, notamment les maladies chroniques. Mais pour tout ce qui est compréhension du terrain et compréhension de notre relation au vivant, de l'écologie, l'impact qu'elle a aussi sur notre écologie intérieure, enfin toutes ces dimensions-là, en fait, moi, c'est l'Ayurveda qui m'a ouvert une grille de lecture fabuleuse. Et j'ai compris, en fait, que moi, ce qui me plaisait, c'était de créer des ponts entre cette médecine occidentale et les sagesses ancestrales. Et ça avait un nom, d'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle la santé intégrative. Ouais. Et donc, riche de tout ça, je rentre en France, je commence mon premier poste de médecin, je deviens médecin de prévention chez les pompiers de Paris, donc médecin militaire. Et là, je peux expérimenter avec mes patients, qui sont les pompiers, des approches justement un peu alternatives, puisqu'ils sont très demandeurs de prise en charge non médicamenteuse, tu vois. Pour avoir l'aptitude à monter dans les camions, c'est mieux. Et du coup, je m'amuse pendant 5 ans vraiment à expérimenter cette médecine intégrative, et je m'intéresse aussi à tout ce qui est accompagnement en mode coaching, plus que prescriptrice. Donc, je me forme aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui va te parler et qui doit parler aux personnes qui nous écoutent. Je réalise que en fait, j'ai le syndrome de la carte d'étudiante chronique. Oui. Quand tu découvres une discipline, notamment en lien avec le vivant, ça t'ouvre une porte et puis après tu en découvres une autre, tu as envie de te former, enfin ça s'arrête jamais en fait. La soif en savoir toujours plus. Exactement, et donc j'ai eu l'occasion du coup dans l'armée de me former par exemple aux techniques d'optimisation du potentiel, qui est une boîte à outils qui permet de rendre autonome une personne pour connaître son système nerveux et réguler son système nerveux. Je me forme à l'hypnose, à la méditation, au yoga, et finalement avec cette boîte à outils qui s'enrichit de plus en plus, à un moment donné j'ai envie de créer ma propre méthode, j'ai envie de dire. Ouais. Je commence à saturer de l'armée, donc je décide de quitter l'armée et je me lance en indépendante comme conférencière, formatrice, et je crée l'Institut de santé intégrative. Et donc j'interviens à cette époque-là beaucoup à Paris, dans les entreprises, puisque j'ai la casquette de médecin de prévention, mais aussi pour les particuliers et les thérapeutes qui sont dans le milieu alternatif et complémentaire et le grand public. D'accord. Et ensuite, comme tu me disais, essaie d'identifier les points forts. Oui. Je fais ça encore 5 ans. Les événements clés qui te font à chaque fois. C'est ça. Et moi, c'est bizarre, j'ai des cycles courts de 5 ans. Au bout de 5 ans, je commence à sentir que je m'essouffle un peu, que ce que je fais, c'est génial, mais qu'à un moment donné, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sens des résistances. La vie m'amène en Guadeloupe, où je suis invitée dans un séminaire qui a lieu dans la forêt tropicale, une semaine. Je prends mon billet aller-retour et en fait, en arrivant en Guadeloupe, je sors de l'avion et j'ai encore la sensation là bien présente. Mon corps réalise que c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être à la maison. C'est un truc vraiment de fou, quoi. Même, tu vois, quand j'étais en France, on voit que j'ai des origines étrangères, même si apparemment j'ai un accent parisien à couper au couteau. Quand je suis en Inde, on voit que je vis à l'étranger, puisque dans mon attitude, il y a quelque chose qui est très marqué. Et en Guadeloupe, c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que je peux dire que je suis guadeloupéenne et on me croit, en fait. D'accord. Et donc, coup de cœur pour l'île, coup de cœur pour la nature là-bas, qui me touche vraiment au cœur. Et puis, je rencontre aussi, du coup, l'un des organisateurs qui va devenir mon compagnon. Et je décide, quelques mois après, d'aller m'installer. Ça me demande de développer ma créativité pour me dire, tous mes clients, ils sont en région parisienne, qu'est-ce que je fais? Je venais de sortir mon premier livre. Donc, je commençais à avoir une communauté en ligne qui commençait à grandir et je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que je peux vous accompagner même si je suis à distance. On m'a demandé de guider des méditations, des cours de yoga, de proposer des programmes. J'ai commencé tranquillement et ça m'a tellement éclaté que finalement, j'en ai créé une école en ligne qui s'appelle la Tribe Empowering School. Et là, je m'adresse essentiellement aux femmes comme moi qui ont eu une première partie de vie professionnelle très guerrière, très dans la performance, je suis capable de, j'y vais à fond. Mais au bout d'un moment, je m'oublie et je ne connecte pas à mes autres énergies restauratives. Ouais. Et du coup, ça a été le fil conducteur du premier programme qui s'appelle Sexy, Smart, Spirituel, 9 lunes pour accoucher de soi. Ça a duré 5 ans.
Et on a traversé 3 années très particulières Oui. qui ont fait que ça m'a énormément questionnée sur, pour moi, qui m'intéresse à la santé intégrative depuis 20 ans, et j'ai interviewé des pionniers, des chercheurs, des médecins, des thérapeutes, notamment aux États-Unis, où, paradoxalement, ça existe depuis les années 2000 quand même, cette approche intégrative. Oui. Et de voir qu'en fait, on a déjà tout qui existe, que ça coûterait moins cher à la société, que tous les arguments sont là déjà, en fait. Et de voir qu'on n'a pas du tout ouvert ce tiroir de la santé intégrative pendant ces 3 dernières années. Et là, je parle des gouvernements et de, tu vois, ça m'a vraiment, ça m'a mis en colère, en fait. Et j'ai besoin d'accueillir cette colère et de la transformer. J'en ai écrit un livre, un 3e, qui s'appelle Devenir sa propre médecine, qui est sorti en 2022. Et ça m'a fait du bien de transformer cette colère, puisque du coup, là, on arrive à la dernière partie, donc j'arrive à la fin de mon parcours. En début d'année, l'année dernière, donc j'ai fait une chouette expérience de conférence TEDx que tu m'as dit que tu as vue. Et là, de monter sur scène, et alors c'était court, mais c'était hyper intéressant d'interagir avec le public et d'apporter de l'humour dans les messages que je transmets. Ça m'a tellement éclaté qu'en début d'année 2023, je me suis dit, tiens, tous les messages moi, que je porte, que je transmets par mes livres, par mes accompagnements, si j'en faisais un spectacle, si j'en faisais un one-woman show. Parce qu'à côté, je suis aussi danseuse. En fait, j'ai déjà fait des scènes, du Bollywood, du burlesque. Et je me suis dit, si on combinait les deux, si on apportait l'art dans l'expérience ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et ça m'a tellement éclaté. La première, je l'avais donnée le 23 mars en Guadeloupe, que c'est devenu vraiment mon projet principal cette année. Et l'année prochaine, ça va continuer. Et voilà, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens et de leur faire vivre une expérience. Donc, le petit teaser du spectacle, qui s'appelle Doc la Luna danse avec le chaos, c'est qu'on va embarquer dans une mission commando express pour devenir expert en chaos créateur. Parce qu'avec toutes les crises qui s'enchaînent, on n'a pas le choix. Et la proposition, c'est d'activer nos 8 intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas. Voilà. D'accord. Effectivement, c'est très riche. Mais en même temps, je vous avais prévenu qu'elle était vraiment multifacette. Et du coup, comment tu gères justement tout ce côté et toute cette polyvalence? Parce qu'effectivement, il y a une soif d'apprendre, mais à un moment donné, comment tu choisis de prendre tel outil ou aujourd'hui, enfin dans ton spectacle, est-ce que tu arrives à utiliser tout? Enfin, comment tu fais au quotidien? Parce que mine de rien, et même j'imagine la fameuse question, tu fais quoi dans la vie? Maintenant, quand on me pose la question, tu fais quoi dans la vie? Je dis, viens voir mon spectacle. Là, c'est un bon outil marketing, tu vois. Non, après, je rigole, mais oui, en fait, ce qui est hyper important, c'est mon alignement personnel. Je voyage beaucoup et ça pourrait créer de l'éparpillement, de la perte d'énergie. Mais finalement, je me rends compte que ces 10 dernières années m'ont préparée à ce qui se passe aujourd'hui et à cette soif maintenant de partager, de vivre, où je pense que j'ai réussi à créer comme on pourrait appeler en santé intégrative une boucle régénérative. C'est-à-dire que j'essaye au maximum que toutes les actions que je pose, elles soient inspirées, elles me fassent du bien, elles font sens. Tu vois, j'ai créé une boussole intérieure que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, en lien avec ces fameuses 8 intelligences d'ailleurs, que je partage dans le spectacle, où ces 8 intelligences, en fait, ce sont des intelligences sensorielles qui viennent activer notre système nerveux sensitif et sensoriel, celui qu'on a un peu laissé de côté, puisque le système nerveux analytique, notre éducation et notre société l'a hyper développé. Le système nerveux moteur aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'action, dans le faire. Mais le système nerveux sensoriel, c'est un peu le mauvais élève qu'on a laissé, tu sais, qu'on laisse un peu à l'oubli. Et du coup, quand on le réactive, c'est souvent quand on a une maladie, une douleur, et c'est pas agréable. Et pour moi, si on apprend à anticiper et à aller voir quelles sont les richesses de ce système nerveux, eh bien, j'ai envie de dire, on rentre dans un espace où notre corps est capable d'homéostasie, de s'auto-réguler, en fait. Ouais. On va petit à petit arrêter les actions qui nous font perdre de l'énergie, du temps, qui nous mettent dans quelque chose où ça nous renferme, pour aller vers, justement, j'aime beaucoup citer Deepak Chopra, que tu connais peut-être,
Ouais. Et ce médecin d'origine indienne qui est pionnier en santé intégrative aux États-Unis, lui, il dit que l'univers, il est à notre service et nous sommes au service de l'univers. Et que cette dimension spirituelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, on a tendance à faire comme si elle n'existait pas. Mais pour moi, on est des êtres spirituels, en fait. Incarnés dans la matière, bien sûr, on a des choses à faire. Mais il y a cette dimension spirituelle qui est très taboue, par exemple, en médecine, qui pour moi est essentielle. Et en fait, quand tu t'ouvres à cette dimension, et c'est pas de la religion, hein, c'est vraiment, c'est quoi mon rapport à l'univers? Quel sens je donne? Mais Quand même tu dans t'y mets, le monde ouais, scientifique, ceux qui font de la physique quantique, ils s'en rendent compte à un moment donné que tout est énergie et qu'ils se rendent bien bien sûr. compte qu'il y a clairement un lien. Alors, certains disent que c'est inexpliqué, etc. Ils disent non, il y a des liens. Tout le monde est interconnecté et on est aussi Bien sûr. interconnecté avec la nature et c'est pas juste ésotérique, comme diraient certains. Ça va plus loin que Exactement. ça. Mais moi, ça me rassure d'entendre des physiciens quantiques, d'entendre des astrophysiciens aussi, Oui, ceux qui s'intéressent à l'infiniment grand. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je cite souvent Trinh Xuan Xuan, qui est un astrophysicien franco-vietnamien, qui est aussi bouddhiste. Et lui, il parle justement de cette interdépendance qu'on a entre tous oui. les êtres vivants. Et en fait, pour moi, je vais en parler dans le prochain livre que je suis en train d'écrire sur les 8 intelligences, et comment ça nous ramène à cette notion de dharma. En Ayurveda, le dharma, c'est notre mission de vie, c'est notre note unique qu'on joue dans l'immense symphonie de l'univers. Et en fait, si tu apprends à prendre soin de ton corps, de tes émotions, de tes pensées, de tes ressources, de ce qui te met en joie quand tu travailles le matin, et de cette connexion au grand tout, ton système petit à petit s'autorégule. Et du coup, en fait, il n'y a plus de limite dans ta créativité. Et concrètement, c'est vrai que tu en parles dans ton spectacle, dans ton TEDx, de fait d'activer le système nerveux sensoriel et sensitif. Concrètement, comment tu peux activer ces systèmes, en fait? Parce que c'est sûr qu'on Et, nous a pas éduqués à le faire. mm, Moi, souvent, quand les personnes que j'accompagne, je leur dis: «Mais en fait, votre corps vous envoie tellement de signaux, mm, votre esprit, votre âme, peu importe comment on l'appelle, aussi vous envoie plein de choses». Cette petite voix dans la tête là qui vous dit: «Ah mm. mais ça, OK, on te dit de faire ça, mais tu aimerais bien faire ça». Comment on fait finalement pour, pour activer ces systèmes et pas se laisser submerger, comme tu dis, par le système, analytique? Puisque c'est sûr que même à une époque, moi, la nuit, j'arrivais pas à débrancher tellement Mm. ça moulinait tout le temps et après il y a ce côté où on se dit, on n'aime pas le vide, donc on fait, on fait, on fait, on Mm. fait, on remplit ses journées. Comment est-ce qu'on fait pour se dire: «Bon là, stop et j'active mes autres systèmes» pour rééquilibrer finalement? Mm. Alors moi, j'ai envie de répondre de manière assez synthétique, mais quand même avec de la substance et de la profondeur. La première chose, c'est de nous rappeler que notre meilleur ami, c'est notre corps. Et que en fait, on peut lui faire confiance, même si c'est pas facile les premières fois, parce que forcément, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a appris. Mais pour moi, notre corps, c'est notre meilleur ami. Vraiment, ça, pour moi, c'est la base. Et quand j'ai réalisé ça et quand j'ai appris à l'aimer avec ces différences, avec entre guillemets, ces anormalités, quand il rentrait pas dans les cases, quand tu vois, quand tu as fait un bilan médical, on va dire: «Ah, c'est pas normal, ça, c'est pas normal». C'est les normes créées par l'humain Ouais. qui font que mon corps rentre pas dans ces normes, mais ça veut pas dire qu'il est anormal, tu vois? Donc c'est de reconnecter avec ton corps depuis un espace vraiment de merci, en fait. On réalise pas que que c'est un j'ai envie de dire au-delà d'un véhicule, pour moi, c'est vraiment un temple. Tu vois, il y a quelque chose de très sacré dans le corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'ouvrir au fait qu'il y a différentes temporalités. Et c'est vrai que le mental, il est entraîné à l'instantanéité, au rapide. Il faut que ce soit fait maintenant ou que ce soit fait l'avant-veille, tu vois. Enfin, c'est Ouais. encore un conditionnement de notre société et c'est d'apprendre à explorer différentes temporalités. C'est pas de lâcher la chronologie, le chronos de notre société, mais c'est d'ouvrir à d'autres temporalités, notamment les cycles de la nature. Mmh. En tant que femme, nous, en plus, on a un super cadeau qui sont nos règles. En fait, moi, je travaille beaucoup sur, quand on est réglé, sur nos règles, mais après sur les cycles de la lune, sur les Ouais. saisons. Ça aussi, c'est des cadeaux de l'Ayurveda. Et puis, je travaille aussi avec des hommes maintenant et qui sont aussi, eux, qui se sentent cycliques. Et c'est normal, puisque c'est des êtres vivants.
Et puis, c'est aussi d'autres synchronicités, je pense enfin, d'autres temporalités comme les synchronicités, Ouais. où tu vois qu'en fait, il y a peut-être plusieurs réalités et que quand tu es dans un espace d'écoute et de réceptivité, tu peux capter des signaux qui font que, comme par hasard, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Comme par hasard, tu vois, là, je prends un exemple très concret. En ce moment, je suis SDF à Paris. Je sous-loue une chambre chez une amie tout le mois de décembre, mais en janvier, je dois lui rendre la chambre. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en janvier, je suis encore à Paris. Et le lendemain, j'appelle une amie qui a des contacts et je lui dis, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un qui pourrait me louer un appartement en janvier? Et bam, la personne est disponible. Et enfin, voilà, tu vois, ça s'enchaîne. Ouais. C'est assez fou d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est d'ouvrir cette dimension des temporalités. Ça aide énormément. Et de dire au revoir à la perfectionniste, au perfectionniste. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à tellement d'outils, de sagesse ancestrale, mais aussi plus modernes, comme la naturopathie, l'hypnose. Il y a tellement de choses, en fait, on sait qu'on a tout pour être le plus aligné possible dans sa santé. Et je dis ça parce que je veux surtout pas exclure des personnes qui ont des maladies chroniques. Pour moi, on peut être en santé avec une maladie chronique qui peut être stabilisée. À l'inverse, on peut avoir tous les paramètres de santé biologique, imagerie normaux, mais se sentir super mal et pas être en santé, tu vois. Donc, pour moi, c'est cet état d'équilibre et de présence à soi et au monde, il peut être accessible pour tous, toutes. Mais c'est normal aussi qu'il y a des fluctuations, en fait. N'allons pas dans le perfectionnisme, tu vois, cet état. C'est pour ça que la définition de l'OMS, pour moi, elle est un peu limitante. Cet état complet de bien-être. Moi, je ne suis pas tout le temps comme ça. Hein. Mais ça, j'en parlais avec quelqu'un qui faisait en neurosciences, là, donc Romain Vanderdorp, qui disait qu'on était kiné, qu'on ne comprenait pas. Il y avait des gens qui venaient avec des hernies discales énormes et les mecs, ils allaient bien. Ils disaient, mais comment tu fais pour marcher? Je ne comprends pas. Et d'autres qui avaient un truc, ils m'ont dit, mais un petit pincement de rien du tout. Et les mecs, ils étaient limite cloués au lit et ils restaient des années dans mon cabinet et ils ne comprenaient pas. Et il disait que c'est là qu'il a compris qu'il n'y avait pas que le côté mécanique, il y avait quand même autre chose, que le corps n'était pas une machine, mais qu'il y avait d'autres éléments qui allaient plus loin que ça. Et c'est ce qui l'a poussé du coup à aller chercher ailleurs, dans les émotions, dans le cerveau et dans d'autres. C'est sûr qu'il y a un état d'être, enfin, je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça, où on se dit, tiens, et c'est OK si on n'est pas toujours en mode. Il y en a qui disent, Bien sûr. parce que voilà, on est dans le milieu de la santé, la prévention, etc. Souvent, les gens se disent, mais toi, normalement, tu es censé être toujours au top. Ah, ça, je déteste quand on me dit ça, tu vois. Et je leur dis, non, il faut aussi accepter de ne pas l'être. Les émotions, elles peuvent être positives, négatives. Il faut les accepter, les accueillir. Et voilà, si on est en mode déni, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. En fait, on accumule ces émotions négatives et il y a forcément un moment donné où ça va se cristalliser quelque part, quoi. Ça, c'est bloqué. Et je rajouterais peut-être dans ta question de comment tu fais, c'est aussi d'aller à la rencontre de toutes mes polarités, tous les endroits où j'oppose, tu vois, positif, négatif. Souvent, on me demandait à des conférences, est-ce que tu peux faire un topo sur l'équilibre entre vie pro et vie perso? Maintenant, je ne fais plus. En fait, je dis non. Pour moi, on n'a pas un côté, notre physiologie qui travaille en pro et un autre côté en perso. En fait, c'est la même personne, c'est le même système de régulation. Tu vas pas, ta créativité, elle bosse pas du lundi au vendredi de 8h à 19h. Au contraire, souvent, pour moi, elle va chercher dans les endroits où tu aimerais être tranquille et rien faire, tu vois. Donc, c'est une autre manière d'aborder le vivant, en fait. Et c'est sûr que ça fait peur. Et comme tu disais, c'est sûr que le vide, on n'est pas habitué à être avec. Donc, c'est une expérience pour moi extraordinaire, mais ça va te faire cheminer dans des espaces d'incertitude, d'inconfort. Et du coup, c'est pas mal parfois d'être accompagné, tu vois. C'est pour ça que je trouve que la posture de coach, elle est hyper intéressante dans ce chemin de vie. Et puis, c'est pas mal aussi de vivre des expériences collectives. Tu vois, c'est un mix de tout, de l'individuel, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre en one-to-one, et puis des expériences collectives. Soit dans une communauté, Exactement. Et tu te décris comme une experte en chaos créateur. On en a parlé au début. Est-ce que tu peux expliquer ce concept?
Et concrètement, comment tu l'utilises pour transformer des Ouais. défis finalement en opportunités? Bah, c'est justement, tu viens de le dire, les défis en opportunités. Moi, j'ai grandi donc en Inde. Vous avez sûrement, si je vous dis Ganesh, vous voyez sûrement un dieu à tête d'éléphant parce qu'aujourd'hui, il est hyper populaire même en Occident. Et j'en parle dans mon dernier livre. La médecine de Ganesh, pour moi, elle est hyper puissante puisque l'une des symboliques de Ganesh, c'est de nous aider à transformer les obstacles de la vie. Ce que l'ego peut voir comme un obstacle, ça nous permet de transformer cet obstacle en opportunité pour grandir. Finalement, il y a un cadeau derrière chaque résistance dans notre vie. Et c'est encore une autre image de la culture indienne qui m'a permis d'aller un peu plus loin dans ce concept de chaos créateur. C'est pareil, Shiva, je pense qu'on connaît plus ou moins Oui. en Occident maintenant Shiva. Ce danseur cosmique grâce à qui le cosmos s'incarne dans la matière. Et on le voit souvent comme le destructeur, donc le dieu du chaos. Dans une version occidentale, le chaos est destructeur, mais si on prend vraiment dans la globalité, après la destruction, il y a la création et la régénération. Ouais. Et on retrouve ce concept aussi en médecine chinoise d'ailleurs, qui est pour créer un nouvel état aligné avec qui on est à l'instant T, on a besoin de détruire l'ancien. Et moi, j'avais vraiment à cœur en fait de proposer une expérience immersive où on va visiter ce passage du chaos qui fait peur, qui détruit, au chaos créateur. D'accord. Et c'est par les retours que j'ai depuis plus de 20 ans, des patients que j'ai accompagnés, ensuite des clients que j'accompagne en coaching et des personnes avec qui j'interagis, que je me rends compte qu'on a tous, toutes, des moments dans notre vie où il y a des obstacles qui naissent, que ce soit des maladies, que ce soit des symptômes, que ce soit une déconnexion avec nos émotions, que ce soit relationnellement, que ce soit professionnellement, peu importe. Et ce que je trouve beau dans notre résilience, c'est qu'on est capable de transformer ça. Et que souvent, tu vois, j'ai interviewé des personnes atteintes de cancer, et à chaque fois, ils m'ont dit, l'un des cadeaux de cette maladie, c'est que ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, et j'ai, grâce à la maladie, transformé ça. Oui, souvent on Et dit c'est le grâce, mal a dit. Ouais, souvent on dit le mal a exactement. dit. Et qu'il y a quelque chose Et, qui finalement a fait défaillir le système immunitaire et aux cellules exactement. cancéreuses de progresser. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, notre physiologie, nos cellules, elles connaissent des chaos à chaque seconde. Il y a des milliers de cellules qui sont détruites, il y en a des milliers d'autres qui renaissent. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que nos 5 sens nous disent que tout est stable à l'intérieur, que tout se passe bien, mais non, en fait, chaque instant, il y a des conflits, des luttes intérieures, enfin, tu vois, c'est hyper vivant à l'intérieur. De la même manière qu'on a l'impression que c'est tranquille, le ciel, on voit les étoiles, c'est paisible, mais en haut aussi, en fait, Oui. dans le macrocosme, Et de faire le lien entre notre physiologie et ce concept de chaos créateur, moi, ça m'a vraiment fait kiffer. Et c'est là où, finalement, je l'aborde dans le spectacle. Et pour moi, une manière de rentrer dans cette danse du chaos créateur, c'est vraiment d'être dans la danse, de faire bouger le corps, de se connecter à sa respiration, de se connecter à ce fameux corps énergétique qui fait peur aujourd'hui dans le monde rationnel, mais Ouais. qui, pour moi, est une évidence, en fait. Je veux dire, on ressent des choses et tu peux pas dire qu'il n'existe pas, le corps énergétique. Et c'est ça que je pense que plus on va l'apprendre jeune, plus les adultes de demain seront vraiment dans cette réceptivité, cette capacité à agir depuis cet espace de régénération. En tout cas, c'est ce que je souhaite. D'accord. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un, stratégie, enfin peu importe, quelqu'un qui veut améliorer sa santé, on va dire déjà, on va parler de la santé physique. Pour ça déjà c'est quelque chose de, de palpable. Est-ce que tu pourrais me donner un cas clinique ou est-ce que c'est une personne qui a déjà des symptômes ou est-ce que Oui, alors elle est c'est curieuse quelqu'un, alors je prends l'exemple standard, quelqu'un qui se sent bien, mais par exemple qui a la quarantaine et qui commence à se dire, bah là, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Je me sens plutôt fatiguée ou je me sens, par exemple, je cours enfin, je fais ma course à pied, mon jogging le week-end, je sens bien que, je crache mes poumons, enfin Mmh. je sens bien que c'est plus trop ça, quoi. Enfin Ouais. je décline le début de la fin.
Non, je rigole, mais il y en a qui ont cette sensation de se dire, Ouais. tiens, je sens que mon corps, il est moins performant qu'à la Ouais. vingtaine, quoi. Alors, j'ai un peu mon vieux réflexe de médecin, forcément, c'est quand même de faire un bilan biologique de base pour Oui, vérifier au niveau des organes comment ça se passe. Voilà, un bilan biologique de base quand même pour savoir d'où on part. Je trouve que ça peut être toujours intéressant. Et ensuite, c'est donc si on part, la porte d'entrée, c'est le corps physique et puis les énergies qui commencent à diminuer, c'est de voir dans un premier échange déjà qu'est-ce qui te met en mouvement, qu'est-ce qui te met en joie, de prendre le temps de voir où en est la personne dans sa vie pro, perso. Les 40 ans, symboliquement, c'est quand même un moment particulier. ouais, Donc, tu vois, de s'intéresser un peu à voilà, qu'est-ce qui met en joie, en mouvement la personne. Est-ce qu'elle a l'impression de pouvoir vivre ces moments-là régulièrement dans son quotidien, ou est-ce qu'au contraire, elle est dans des endroits où elle se force à faire les choses pour avoir un peu une idée de la météo intérieure. Et après, moi, dans les propositions que je ferais d'emblée, c'est au-delà de la course à pied du week-end, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pratiques qui lui permettraient d'être dans la connexion à son corps, que ce soit du yoga, tu vois, quelque chose qui fait bouger le corps. Et de d'accord. manière plus fun et de façon à ce qu'elle sente dès la pratique, qui peut être un quart d'heure, une demi-heure pour commencer, une sensation de bien-être. Parce que la course à pied, évidemment, c'est très bien, mais le risque, c'est que si tu pratiques depuis un certain temps et qu'en plus tu es en mode performance, tu as brouillé un peu le signal de bien-être. Il y a D'accord. forcément du bien-être après, mais c'est pas le bien-être comme tu peux avoir après une demi-heure de danse libre où tu vois, tu calcules pas, Oui, où tu es juste en mode conscience de ce qui se passe dans ton corps. Et moi, j'amènerais très vite une pratique où, dès qu'elle le fait une fois, elle sent tout de suite qu'il y a une différence. De façon à ce que son système nerveux ait envie qu'elle le refasse régulièrement, tu vois, qu'elle crée finalement un nouveau comportement ouais. assez rapidement. C'est ce que je dis souvent pour ceux qui veulent créer de bonnes habitudes. Ouais. Alors, je prends le cliché de la personne qui veut perdre du poids. Je fais exprès de prendre quelque chose de très cliché, qui va se dire, bon, ben voilà, je vais me mettre à courir. Je leur dis, non, mais d'abord, marche. Surtout quelqu'un qui était très sédentaire. Avant de courir, tu peux pas faire le marathon tout de suite. Ouais. Tu marches 10 minutes. Ah ben non, je veux courir. Non, marche. Parce que le but du jeu, c'est plutôt finalement de prendre plaisir, de voir que finalement, bah, je vais bien et d'avoir Ouais. envie d'être à la prochaine séance pour dire, bah là, Exactement. Là, on est vraiment je dans vais une expérience, il faut voir le long terme et pas demain, je veux devenir marathonien, tu vois. Ça. De la même manière que ça, tu peux le faire. Peut-être que tu as la motivation, le truc, mais après, derrière, ça peut redescendre tout de suite. Donc, tu vois, moi, je suis plus pour du long terme. Après, il y a faire le point aussi sur l'alimentation, sur, tu vois, il y a plusieurs portes d'entrée, en fait, hein, le corps physique. ouais, Et puis, de créer ses propres rituels pour éveiller ses sens à travers comment est-ce que tu manges. Est-ce que tu manges debout dans le métro en train de courir ou est-ce que tu t'autorises à prendre 10 minutes pour te poser, pour savourer. Alors, en Inde, on mange beaucoup avec les doigts et j'adore ça. Et en plus, il paraît que c'est bon pour le microbiote. Donc, oui, de trouver des moyens de vraiment revenir à sa sensorialité. Pour moi, c'est une manière simple de créer des rituels et qui sont accessibles dans ton quotidien de vie surchargée. Et après, si la personne a le luxe de pouvoir se prendre un week-end ou une semaine, voire même 3 semaines, bah, fais-toi une cure ayurvédique ou fais-toi quelque chose, tu sors de ton quotidien ouais. pour prendre du temps pour toi et pour te reconnecter à ta boussole intérieure. Voilà, c'est ça que je viens, c'est les Faire une premières sorte choses qui me viennent. de reset, de dire, Exactement. là, on se pose, parce que c'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. Enfin, moi, c'est la Ouais, sensation que j'ai, hein, ça a commencé par les emails où les gens veulent avoir une réponse tout de suite, ouais, puis les SMS, puis les emails sur le téléphone, et puis non, mais ça. c'est vrai, et puis toutes les applications, toutes les notifications, on se rend compte que maintenant on est hyper stimulé, hyper Ah ouais. sollicité, et finalement, ne serait-ce que de déconnecter. Des fois, je dis aux gens, mais moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est une journée par semaine, je débranche. Ils me disent, mais Ouais, comment tu fais? Comment tu. Bah, c'est comme ça. Et puis, les gens qui veulent me contacter, bah, ils me contacteront un autre jour. c'est Parce ça. que c'est vrai que c'est. Même le système nerveux, il est tout le temps, d'être tout le temps comme ça Ah ben ça crée une en... surcharge mentale et pour moi, Ouais, c'est le risque, bah, évidemment, c'est la surcharge mentale et derrière le burn-out et ou une maladie ouais, qui va apparaître alors que le terrain à la base n'était pas prévu pour. Enfin, d'accord. Et c'est à peu près similaire si je prends par exemple un entrepreneur
je prends un exemple extrait, qui est très occupé, enfin, qui a l'impression qu'il faut qu'il soit très occupé, Oui. parce que c'est toute une manière de gérer son entreprise aussi. Mais bon, voilà, on va dire quelqu'un de très occupé, qui court partout, qui aide tout le monde, voilà. Et qui se dit, mais en fait, des fois, j'ai l'impression de ne pas prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression, un cas de brain fog en français, c'est d'être un peu dans le brouillard. Et qui se dit, mais comment est-ce que je fais finalement pour améliorer ma santé mentale? Parce que soit, effectivement, j'ai l'impression que le burn-out, je me chatouille, enfin, je le frôle un peu, mais j'arrive à pas y aller pour l'instant, ou j'en ai pas conscience que j'y suis déjà. Oui. Des fois, il y a un peu de déni. Comment je fais finalement pour être, alors je vais utiliser leurs mots, hein, c'est ce que j'entends souvent. Comment je fais pour être plus productif, plus concentré, plus, c'est souvent ce que j'entends, et prendre de bonnes décisions, parce que je me rends bien compte, des fois il y en a qui en ont conscience, que dans la précipitation, dans le stress et tout ça, bah, je me rends compte après coup que finalement j'ai pas suivi mon intuition, j'ai pris les décisions, et après coup je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes, quoi. Comment je fais finalement pour être plus, je dirais pas clairvoyant, mais être plus lucide et booster un peu ma santé mentale, quoi. J'utilise encore le terme booster parce que c'est des choses que j'entends souvent. Ouais. C'est des mots qu'on utilise, oui, dans le monde de l'entrepreneuriat, des startups, c'est évident. Et pour moi, il y a 2 choses là dans ta question. La première chose, c'est, j'ai partiellement répondu, c'est déjà si tu proposes des pratiques courtes, faciles à insérer dans ton emploi du temps et que tu vois déjà la différence, tu vois, méditer 10 minutes, marcher dans la nature, danser, mettre de la musique, faire du yoga, de la respiration, et de voir que juste après, déjà pour la journée, tu es dans une autre énergie et que tu arrives à être plus concentré, plus dans la clarté. En fait, là encore, ça va, ton corps va se dire, il faudrait que je fasse plus souvent pour être plus dans cette zone de vigilance optimale, comme on dit dans les techniques d'optimisation du potentiel. Très vite, en fait, tu vas capter que, si je me réveille le matin et que je vais directement prendre mon métro, mon machin, je suis dans le brouillard toute la matinée. Alors que si 10 minutes avant, je vais juste faire un exercice de respiration ou de marche consciente, je me sens vachement plus alignée, fais-le. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est à un moment donné, tu vas commencer à revisiter la notion de performance. C'est-à-dire, OK, d'accord, il y a la performance comme définie dans notre société qui est l'efficacité, tac, tac, tac. Peut-être que la performance, on peut la redéfinir aussi avec une vision plus intégrative où c'est sûr que si tu regardes à court terme, il y a une forme de performance, mais si tu regardes à moyen terme, dans la durée, comment tu tiens, surtout quand tu es entrepreneur, c'est vraiment une histoire, c'est une aventure au long terme, quoi. On le sait très bien. Un marathon, un vrai marathon. Exactement. Et puis qu'il y a aussi des cycles qui régissent les énergies de ton entreprise et que c'est important d'apprendre à les connaître. Mais ça, c'est tu vois, c'est une autre manière d'aborder aussi l'énergie de son entreprise et de comprendre que pour moi, une entreprise, c'est un projet vivant qui a ses propres cycles et que c'est vraiment une histoire d'apprendre à rentrer en synchronisation avec tes projets et de comprendre qu'il y a des fois où ça va être super facile, ça va être comme une autoroute, tu vas poser des actions et ça va se mettre en place et tu vas avoir des contrats, des machins et tout. Puis il y a d'autres moments où au contraire, c'est un peu l'hiver. C'est une saison où il y a besoin aussi de se poser, de se régénérer. Là, par exemple, moi qui suis hyper active, là, depuis quelques mois, j'ai mis en pause mon école en ligne, qui est ma source principale de revenus, parce que je sais que j'ai besoin de mettre ma créativité au service de cette conférence spectacle et des ateliers que je développe derrière. Et donc, je me suis laissé 1 an, de mars 2023 à mars 2024, pour vraiment être à fond dans cette écoute, dans cette régénération de mon entreprise et je ferai le point en mars, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est important du coup d'être plus tolérante par rapport à tout ce qu'on nous balance autour de nous dans le monde de l'entrepreneuriat où l'année 1 ça doit être ça, l'année 2 ça doit être ça, l'année 3, tu vois. Moi, si j'écoute ma comptable, elle me comprend pas. Hein. Elle me dit, mais attendez, vous êtes en décroissance là. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, derrière, je sais reculer pour mieux sauter. Exactement. C'est une expression courante. Ouais. Non, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne. Je dis à un moment donné, allez, stop, on se pose, hein, on respire un bon coup, on fait un petit bilan déjà de ce qui s'est passé, de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On demande aussi s'ils ont déjà des clients, des feedbacks déjà, pour savoir un peu ce que les clients, comment ils l'ont vécu. On intègre tout ça, on s'aère un peu et ensuite, là, on réfléchit à, du coup, comment est-ce que je fais maintenant, quoi.
Parce que souvent, ils sont toujours en mode toujours à courir. Oui. Et je leur dis, bah, effectivement, c'est pas là où on prend les meilleures décisions, puisque c'est des décisions précipitées. Des fois, c'est même limite bâclé, puisque Mais voilà. c'est des décisions en mode survie. Donc forcément, elles ne Oui, seront pas c'est bonnes. la réaction, en fait. J'étais pas en mode Ouais. action, t'es en mode réaction. Et c'est vrai que quand on regarde le système polyvagal, on est en mode soit agressif ou soit fuyant. Ouais. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est pas évident. Et je trouve ça intéressant, justement, sur le côté système nerveux sensoriel ou sensitif. Je me dis, c'est peut-être un moyen, peut-être de faire face à ce stress, parce que je pense que ce qui est pas évident, c'est que même si soit on est exigeant avec soi-même, on se dit, j'ai envie de prendre le temps, mais des fois, son environnement ne nous laisse pas prendre le temps. On est un peu happé, en fait, par tout ça. Mm. Il y a quand même beaucoup d'injonctions de la société sur ce que doit être un bon entrepreneur. Il y a cette image d'entrepreneur, surtout quand on a un milieu start-up innovant, qui est forcément hyper occupé, qui doit s'occuper de sa levée de fonds et qui doit tout faire, limite. Tu es en start-up, tu dois tout faire, hein, tu ne délègues pas. Ouais. Tu es le grand patron. Tu as donné déjà des clés, déjà, mais comment faire pour faire face justement à toutes ces notifications, ces gens qui nous stressent finalement, Pour moi, qui est extérieur en fait, tous ces stimuli externes. même s'il y a tous ces stimuli externes, au final, c'est toi et toi-même qui prends la décision de oui, j'ai le choix de faire ça ou pas ça. Et d'ailleurs, au passage, j'ai envie de faire un gros hug à tous nos boss intérieurs qui sont nos pires boss, en fait. Je ne sais pas si tu as connu ça, en fait. Moi, j'ai été salariée, je suis indépendante et je me suis rendu compte quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que ma pire boss, c'était moi, en fait. Oui, exact. D'ailleurs, j'en ai même fait un mantra en disant, bon, bah, je vais lui envoyer de l'amour, je vais lui dire, ok, je la vois, et parce qu'on a une telle, c'est tellement ancré en nous, en fait, et surtout quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tellement envie d'agir, de faire, de contribuer, que forcément, on est rattrapé par cette cause noble. Mais il ne faut pas s'oublier dans l'histoire, hein, le masque à oxygène, c'est d'abord pour soi, en fait. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, à la fois des milieux start-up, mais aussi dans le domaine du coaching et des thérapies alternatives. Et on oublie ce masque à oxygène souvent. Donc, dans cette idée d'être entouré de pairs et de cercles, de personnes qui sont un peu dans les mêmes dynamiques que nous, je pense que ça aide justement pour que quelqu'un en face nous fasse le miroir en nous disant « Ah, regarde, est-ce que c'est toi vraiment? Est-ce que ça vient d'un espace d'alignement ou est-ce qu'au contraire, c'est ton ego, ton dictateur intérieur qui agit ?» Tu vois, ça aide énormément. Moi, je crois vraiment à l'énergie du groupe, de la communauté et des neurones miroirs pour cheminer. Oui, c'est vrai que les neurones miroirs, ils sont très puissants. On dit toujours qu'on est un peu la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est normal quelque part, hein, puisque ça élève nos standards. Si on est avec des personnes pour qui ça semble normal par exemple, de prendre le temps de se poser, par exemple, de se débrancher, de se déconnecter une fois par semaine, ça va être plus facile que d'être parmi des gens, entre guillemets, hostiles à ça, qui vont dire « Non, mais attends, c'est n'importe quoi ». L'être humain est un être social, hein, donc il y a ce désir d'appartenance à un groupe là, des fois, qui dépasse ses propres désirs, parce que encore une fois, on revient sur la peur de l'abandon, du rejet, etc. Et c'est vrai que c'est des peurs quand même qui sont viscérales, hein, mine de rien. Et on les traverse quand on est sur un chemin comme ça de réalignement. C'est sûr qu'il y a tes amis, ça ne va plus être les mêmes. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer dans ton délire, dans tes recherches, dans tes aspirations, et c'est OK. Il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, c'est sûr. Et tu en as parlé un peu, comment tu abordes le côté personnalisation? Parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus, que chaque individu est unique. Avec ta vision très holistique, est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as tendance à utiliser des outils, des analyses, des choses comme ça? Ou plutôt team, entre guillemets, écoute, ou team à faire la personne elle-même, finalement, comprendre ses besoins? Comment tu abordes justement ce côté personnalisation? Entre guillemets, prise en charge de sa santé. Oui, j'ai été très intéressée par les approches notamment d'endobiogénie qui a été développée dans les années 2000 par des médecins et des chercheurs, où c'est vraiment une médecine personnalisée à travers une prise de sang très poussée. On peut faire un peu, grâce aux algorithmes, faire ton profil
spécifique de comment fonctionnent toutes tes enzymes et du coup proposer un traitement, notamment homéopathique ou phytothérapeutique, vraiment adapté. Et je sais que ça marche pour beaucoup de personnes, mais finalement, moi, aujourd'hui, qui suis vraiment dans l'empowerment, pour moi, c'est créer tout un environnement, un écosystème qui fait que la personne va apprendre à se connecter à sa propre intuition, son ressenti, pour savoir ce qui est vraiment juste pour elle. Moi, c'est là où je me retrouve plus aujourd'hui. Ok. Et c'est long, non? En vrai, tout dépend d'où on part peut-être, ou tu penses qu'il y a des raccourcis pour apprendre à s'écouter et ne pas forcément avoir besoin de gadgets, j'ai envie de dire. Pour moi, ça peut être long, mais c'est toute une histoire de storytelling et de posture. Tu sais, en physique quantique, on dit que des fois, il y a des accélérations, un peu des autoroutes quantiques où, à un moment donné, il y a une prise de conscience et pam, ça se met en place. En fait. Tu vois, donc moi, je suis plus pour, encore une fois, dans cette danse des temporalités. Il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps, mais il y a d'autres choses où c'est pas linéaire. C'est pas... ça va durer 5 ans ton truc et dans 5 ans ça ira mieux. Non, il y a des choses où ça se fait instantanément, quoi. Ouais. Et du coup, pour aborder le côté outils, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de parler de l'intelligence artificielle, mais globalement il y a quand même de plus en plus d'outils santé numériques, enfin digitaux, alors qui prennent plus ou moins de temps à s'intégrer dans le parcours de soins. Je n'ai plus ou moins de temps, parce que souvent les entreprises en santé n'ont pas compris que ok, il peut être super ton outil. Mais le médecin n'a peut-être pas forcément le temps, il n'est peut-être pas non plus tech fin de vie. Et puis, si ça lui rajoute du process dans tous ces process, l'adhésion ne va pas forcément être simple. Et puis, le patient aussi derrière, si on lui demande en plus en fonction des patients, ça ne va pas forcément être facile non plus. Enfin, ça va être varié. Comment tu vois justement l'avenir de la santé avec tous ces outils? Donc, je mets volontairement, c'est que d'un côté, avec toute l'information qui arrive, beaucoup de gens découvrent ou redécouvrent des pratiques ancestrales. Et en même temps, il y a beaucoup d'outils, il y a plusieurs tendances, on va dire, qui arrivent en même temps et qui s'amplifient en même temps. Le côté très naturel, en même temps le côté très technologique. Comment tu vois les deux finalement évoluer dans la santé? Imaginons dans 30 ans, d'après toi, la santé va ressembler à quoi? Pour moi, la vraie définition de la santé intégrative, c'est justement de prendre le meilleur de la technologie et le meilleur du naturel, des sagesses ancestrales. Et je suis persuadée qu'on peut y arriver à un moment donné, à cet équilibre, cette danse. Mais ça ne va pas être facile. Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité de notre société, tu as une boîte de start-up, enfin une start-up tech qui propose des technosolutions dans le domaine de la santé, tu lèves des millions comme ça. Enfin, j'exagère, je sais que c'est énormément de travail, bien sûr. Mais tu as une start-up qui met en avant le prendre soin du care, des relations humaines, des soft skills. Tu ne lèves pas des millions comme ça. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Ce qui fait que pour moi, le risque qu'on est en train de vivre là, c'est que tout ce qui est tech, c'est là. Mais tout ce qui est soft, c'est pas là. Et on n'arrive pas encore à cet équilibre qui fait qu'il peut y avoir une alliance. Pour moi, je suis vachement en contact avec des médecins conventionnels qui sont justement dans l'univers de la tech et qui nous disent attention, là, si c'est pour renforcer des outils, des applis, mais que derrière, il n'y a pas le rôle de la relation thérapeutique, médecin-malade, soignant-malade, et qu'au contraire, ça crée encore plus de burn-out chez les soignants, c'est l'inverse qui se passe. Tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment... Tu ne penses pas que justement l'outil va permettre d'avoir que les médecins conventionnels aient plus de temps pour l'humain, en disant que tout ce qui est purement... C'est comme ça qu'on nous vend, mais sur le terrain, c'est pas ça. On prend pas soin de la santé des soignants. Donc, ils finissent en burn-out. Ok, on va peut-être les remplacer par des cabines de téléconsultation à Monoprix ou à la SNCF. Mais derrière, d'ailleurs, j'ai envie de faire des sketchs humoristiques autour de ça, tu vois. Parce que pour moi, il faut sensibiliser les gens et se dire, évidemment que la technologie, ça peut apporter du bon, mais derrière, si, je veux dire, prends une situation, tu l'as peut-être vécu, une urgence où tu n'es vraiment pas bien, ou là, si tu as un distributeur automatique qui te dit, tiens, il faut prendre tel comprimé, c'est pas ça ton besoin. Là, c'est que quelqu'un te tienne la main et te dise, ça va aller. Et ce quelqu'un qui en a pas pris soin de lui. Ou pire, imagine un mode photomaton, la cabine, tu rentres, tu es scanné de pied à la tête, analysé tout, et à la fin, je vous annonce que vous avez un cancer de stade 4.
Non, mais Vous t'imagines, avez pour 6 mois. game Voici over. la prescription. Voici la prescription médicale. Bon courage. Hmm. J'exagère, Bah mais voilà. C'est là où pour moi il y a besoin d'accompagner cette transformation et le fait d'intégrer des nouvelles applis, de la technologie. Et encore une fois, je dis c'est très bien, mais il faut accompagner ce changement de société et pour moi c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est vraiment c'est de vrai que remettre de l'enjeu l'humain. en discutant avec les soignants, c'est que la peur, effectivement, ils ont dit, on nous vend ça effectivement comme des outils pour nous soutenir. Mais finalement, ce qu'ils ont peur, c'est que ça soit la bonne excuse pour ne pas en recruter plus et la Exactement. bonne excuse pour finalement être dans le côté optimisation, productivité, etc. Et le temps qu'ils pensaient gagner finalement pour accorder plus de temps aux patients, ça va être, du coup, il en faut moins. Le numéro que j'ai, on le maintient. Et Exactement. On amplifie. tu peux avoir, voilà, au lieu d'avoir 80 patients par jour, maintenant c'est bon. Tu as l'IA pour te faire le diagnostic. Donc, Arrête de tu te peux en plaindre. prendre, Ça, je l'ai entendu beaucoup en tu peux en entreprise. prendre Arrête 200. de te plaindre. Voilà, tu en prends 200 et puis c'est bon, c'est facile. C'est, Ouais. et il y a un peu cette peur-là. Et puis surtout, moi aussi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on nous présente des outils, mais on n'a pas le temps de se former ou on nous forme en 2 temps, 3 mouvements entre 2 patients, là. Et c'est vrai que ce que j'entends, c'est que tant qu'il n'y aura pas une gestion humaine, finalement, dans les hôpitaux, parce que c'est, entre guillemets, une entreprise particulière, puisqu'on traite de la santé. Et la santé, c'est lié à la nature et il y a beaucoup d'imprévus. C'est ça, en fait, ils ne tiennent pas Exactement. compte de l'imprévu. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait une opération, etc. Alors, si tu pouvais éviter les complications, ça nous arrangerait, puisqu'aujourd'hui, on a un tel qui est malade, une infirmière qui est malade. Du coup, non, si tu pouvais. Moi, j'ai même une amie qui devait accoucher le 14 juillet, à qui on a dit ah non, hein, si vous pouvez éviter d'accoucher le 14 juillet, parce qu'on est en sous-effectif. Elle a accouché le 14 juillet. Parce que voilà, ça faisait déjà, elle était à 9 mois et 3-4 jours. Elle me dit, non mais les mecs, ils sont sympas, hein, ça fait 9 mois et 4 jours que je l'ai dans le ventre. Et ils me disent, si tu pouvais attendre le 15 juillet pour accoucher, non. Et encore, ils ont été sympas. Ils lui ont pas fait une césarienne en se disant au moins on contrôle le truc. Elle a dit non. Ils ont voulu, hein. Ouais. Ils ont insisté volontairement. Elle a même dû Ah, ça signer une m'étonne pas. décharge, hein, que si jamais ça se passait pas bien, c'était de sa faute. Hein. C'était énorme quand même. Et elle leur a dit, non, je ne vois pas pourquoi je ferais une césarienne, alors que ça se trouve, je peux accoucher naturellement. Quoi. Et ils voulaient le déclencher. Enfin, bref, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a peut-être ce risque-là. Et j'espère à un moment donné qu'il y aura une prise de conscience d'ici les 30 ans, pour dire non, utilisons-le de façon intelligente. Et peut-être que justement, les médecins de santé intégrative, fonctionnels, on n'en parle pas beaucoup, hein. Moi je trouve ça dommage. Rentrons un peu plus dans la danse pour justement comprendre que finalement c'est aussi la meilleure décision économique, hein, que les gens ne tombent pas malades et qu'on reste dans le préventif et pas dans le care. Mais bon, on verra. Et juste une dernière question, est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'ont particulièrement inspiré? Il y en a énormément en fait, et du coup j'aime bien parler de mes premiers livres, un coup d'inspiration. Waouh, c'est Deepak Chopra en fait. Tu vois, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette vision intégrative du monde, le corps quantique par exemple, il a cette capacité à vulgariser des concepts très complexes pour que ce soit accessible et pas perché. Donc voilà, ce serait le premier livre qui me viendrait là, comme ça. D'accord. Ok. Du coup, ça fait livre personne, c'est très bien. C'est bon, hein. Et pour finir, je vais être un peu la main finalement. Pour toi, quel message principal est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent finalement de notre discussion aujourd'hui? S'il y avait une chose que tu aimerais qu'ils retiennent. Une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est pour moi la santé, c'est une énergie de créativité en fait. C'est pas il faut que, on doit faire ci, on doit faire ça. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de notre intuition profonde, et plus vous allez vous mettre dans cette énergie de créativité, que ce soit de préparer un repas, de préparer une conférence, de préparer un projet, d'entrer en relation avec une personne. Si vous vous mettez dans cette énergie créative, la vie sait ce qu'elle fait à travers vous, et faites confiance. C'est ça que je proposerais comme mot de la fin.
Ok. En tout cas, merci beaucoup Nathalie, c'était vraiment très Avec plaisir, enrichissant. Adriana. Et du coup, je comprends mieux du coup, parce qu'effectivement, quand je regardais ton TEDx, c'est un peu ce que tu fais, je me suis dit, bien, c'est vrai que le chaos créateur, ça, je ne connaissais pas. Mais il est vrai que ce que je ne savais avant, c'est que c'est quand on est en période de chaos, de crise, qu'on est finalement obligé de se poser parfois. Et c'est là aussi qu'on se rend compte finalement de nos forces, quelque part, de notre résilience, de notre faculté à survivre, j'ai envie de dire, à trouver les ressources en nous. Et après, ces ressources-là sont puissantes une fois que la crise est passée, j'ai envie de dire. Après, c'est une question de volonté, de vouloir que la crise passe, hein, parce que sinon, à en croire des fois les médias, il y a toujours une crise qui survient tous les jours. Mais de vouloir soi-même ne plus l'être, je trouve aussi que c'est la clé. En tout cas, merci pour tout, pour cet échange. En tout cas, si vous avez des questions à poser à Nathalie, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires ou à me les faire passer et je lui transmettrai. Je mettrai aussi ses coordonnées et vous invite aussi à aller voir son spectacle si vous voulez en savoir plus. Avec plaisir. En savoir plus, donc c'est le 10 janvier à Paris, donc je précise 2024. Et après, forcément, sur les liens que je mettrai sur son site, etc., vous pourrez découvrir les autres dates si jamais ça ne vous convient pas. Donc comme je dis, à bientôt. Merci à toi. Et merci à vous et au plaisir de danser ensemble avec le chaos. Merci. J'espère que cette interview vous a plu et apporté de nouvelles perspectives. Vos réactions et vos pensées sont précieuses. Alors n'hésitez pas à partager vos impressions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton qui est quelque part par là. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos et explorations. Et pour aller plus loin, rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et aussi qui apparaît peut-être ici. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour continuer à explorer et imaginer la santé de demain. Restez inspirés, curieux et surtout prenez soin de vous. À bientôt!